Mathieu Burgalassi, radicalité, toxicité sportive et théorie du genre. Et c'est parti. Cette idée que le sport peut être toxique peut entraîner d'autres problèmes. J'en ai longuement parlé, j'ai fait plein d'épisodes sur ça, tu vois, sur la psychologie. Et j'en ai fait des épisodes avec des mecs qui étaient dans le fitness, qui étaient dans la musculation, sur les dérives que ça peut entraîner en termes d'image, en termes de de dysmorphophobie, de dysmorphie visuelle, en termes de mal-être. Juste petit trigger warning, LGBT-phobie qui va venir, et aussi grossophobie là, à tout moment. Vous allez voir que c'est assez hard. 100% d'accord, ça existe. Mais ça existe pour une partie infinitésimale de la population. Je pense qu'aujourd'hui... Par exemple, 25% des sportifs ont des TCA. Tu vois, 25%, putain. Mais, je veux dire la source. Le truc, c'est que la source je pense que sur les gens, de manière générale, le public ne fait pas du département des études de santé de l'université de Denton. 25% des sportifs présentent des troubles alimentaires. Mais de quel type de sportifs on parle? Est-ce qu'on parle des athlètes pros? Est-ce qu'on parle de gens qui ont des business là-dedans? Et c'est ça parce que je pense qu'aujourd'hui, la sédentarité, elle pose un énorme problème de santé publique. Et en fait, elle pose beaucoup plus de problèmes de santé que une minorité de gens qui tombent dans des excès sportifs. Alors évidemment, il faut protéger les excès sportifs, il faut protéger les problématiques, les dysmorphophobies, les dérives sectaires du sport liées à l'image. Ça, 100%, j'ai essayé d'en parler énormément à travers le podcast. Mais dans le grand public, il est beaucoup plus avenant de dire mettez-vous au sport que arrêtez de faire du sport parce que ça va vous procurer des problèmes. Moi, je remarque en fait que ces gens, ils ont beaucoup un discours sur la santé publique. Je sais que j'ai dit que je ferais pas trop de tunnels, mais juste un truc que j'avais pas pensé jusque-là, c'est que est-ce que aussi leur position de droite, elle vient pas en plus se mélanger? C'est-à-dire que d'un côté, il y a la question du sport qui est associé à la notion d'effort, le côté discipline de soi, le côté chacun est entrepreneur de soi et on va utiliser son corps comme, on pourrait dire, une espèce d'entreprise qu'on ferait fructifier. On fait fructifier le capital corps en l'entraînant, en l'utilisant pour que le corps reflète quelque chose qui serait un état de réussite intérieure par l'extérieur. Mais à ça, il associe un autre problème qui est la question de la santé publique et de dire ça nous coûte cher. On a l'impression dans son discours qu'il y a quelque chose du type, c'est un peu comme s'il associait les personnes qui ne font pas de sport aux chômeurs, aux aides sociales, au système de santé, en disant « Ah oui, mais ces gens-là, ils coûtent à tout le monde un pognon de dingue, pour paraphraser Macron. » Et du coup, c'est un problème donc à la fois éthique et moral, mais aussi un problème économique. Et en fait, on va les discipliner aussi par le sport pour qu'ils coûtent moins cher. Il y a une éthique capitaliste en fait, à 100% dans cette notion de sport et cette proposition du sport qui est complètement décalée de la santé, où à la fois c'est une discipline, c'est nous discipliner et nous mettre dans un élan en fait entrepreneurial, c'est-à-dire à devenir soi-même entrepreneur de soi dans tous les niveaux de sa vie et en permanence à chaque seconde de sa vie, je suis dans un autocontrôle et je suis en train de maximiser mon potentiel pour finalement réaliser du bénéfice d'une manière ou d'une autre. Parce que leur corps a pour but de produire un bénéfice. Je monte mes muscles, je me montre comme quelqu'un de sportif, etc., pour vendre mes formations, pour montrer que je suis un modèle atteignable, je suis ma propre publicité et tout. Et on rajoute à ça une notion qui est en fait une notion hyper déshumanisante et hyper violente, qui est de dire la personne ne fait pas de sport est une personne en mauvaise santé, donc une personne qui coûte cher, donc éliminer cette personne métaphoriquement, mais réellement dans un sens, en lui faisant faire du sport, c'est une manière de gagner de l'argent. Et en fait, c'est hyper violent. Arrêtez. Je dis pas d'arrêter. Moi, je suis. Mais c'est le message qui est reçu. Moi, j'ai fait 2 vidéos sur le sport, coup sur coup. Donc, la vidéo avec Camille et une autre vidéo sur les blessures sportives, parce que j'étais choqué de voir dans les commentaires des gens qui se revendiquent spécialistes du sport. Alors ça, tu connais peut-être mieux que moi, mais les spécialistes autoproclamés d'Instagram qui n'ont comme diplôme que leur seul physique et qui viennent dispenser des conseils sans jamais avoir pris le temps de lire ne serait-ce qu'une étude, merci mais c'est non. Oui, ou d'avoir pratiqué, ou d'avoir de l'expérience, ou d'avoir fait des voilà, une vraie expérience. Surtout ceux qui viennent dire qu'ils peuvent se substituer à des médecins, à des kinés. J'en ai eu plusieurs, et des gros comptes où je vais sur les vidéos et je vois plus besoin d'aller voir un kiné avec ma méthode, plus besoin d'aller voir ci, plus besoin d'aller voir ça. Je suis là, attention à la dérive. Non, mais... Et donc ces gens-là, ils disaient
Non, les blessures sportives, c'est uniquement dans le sport amateur. Dans le sport professionnel, c'est pas dans le sport amateur. Vous dites n'importe quoi. Les excès du sport, c'est que dans le sport professionnel. Et là, moi, je me suis dit non, je vais faire une vidéo sur ça et je vais prendre les données et les études. La balle sur les coachs d'Instagram, elle est pas gratuite. Hein. Ils nous ont harcelé de ouf avec Camille. Ils harcèlent plein de gens encore aujourd'hui. Et je pense à 100% que c'est pas possible qu'on accorde le moins de crédit, la moindre expertise à des gens qui, je le redis, n'ont pour seul diplôme que leur seul physique et des capacités autoproclamées totalement douteuses, qui vendent des méthodes d'entraînement qu'ils ne font pas eux-mêmes et dont l'intégralité du travail est de montrer un physique idéal pour ensuite refourguer des publicités et des putains de compléments alimentaires qui créent des problèmes rénaux à ceux qui les consomment. Donc franchement, il y a quelque chose d'absurde. Et je suis d'accord avec toi, une meuf qui parle, il ne faut pas oublier que les sportifs contribuent énormément au coût du système de santé. J'en parlais plus tard, mais quand on est sportif, on se blesse régulièrement et ça fait partie du sport. Il faut arrêter de dire que c'est pas le cas. Et il y a eu une interview hyper intéressante de Bassam Awen, d'ailleurs, qui est un des deux frères Mawen, qui était un grimpeur de très haut niveau, spécialiste de la vitesse. Et quand il parle de pourquoi il arrête, il dit qu'en fait, il veut faire du sport pour sa santé. Donc il dit, à un moment donné, moi j'aimerais faire du sport où je me sente bien, parce que le sport que je fais à haut niveau, c'est un sport qui me détruit le corps. Il dit qu'il me détruit le corps. C'est sa manière d'en parler. Et malheureusement, l'idée que derrière le sport à loisir soit un sport santé, c'est ce que le défend Bassam Awen d'une certaine manière dans son discours. Ah, mais là, je vais faire du sport pour me faire plaisir pour ma santé. Bah, elle est décorrélée des études qui montrent que non, en fait, même dans le sport loisir, on se fait mal. Hein. Les études sont formelles. Les dérives du sport touchent autant les amateurs que les professionnels. Un exemple, le dopage. 1 million de sportifs amateurs en France se dopent dans des proportions supérieures aux professionnels. C'est pas le problème du sport. Pour moi, c'est pas le problème du sport. C'est pas le problème du sport. Il se dope. C'est le problème du dopage. Il se dope. Le mec te dit, il n'y a pas de problème de santé dans le sport. Tu dis 1 million de sportifs amateurs se dopent. Et là, il me dit, c'est pas le problème du sport. Ils se dopent pourquoi ? Ils se dopent pour leur performance sportive, pour atteindre des idéaux physiques, tout ça. Hein. Non mais vraiment, c'est absurde, c'est absurde. Ils se dopent, pourquoi ? C'est assez intéressant d'ailleurs le pourquoi. Déjà, ils se dopent plus que les pros, les amateurs. Ils se dopent plus tout simplement parce qu'ils sont moins soumis à des contrôles, ils savent moins bien ce qu'ils font, donc ils se dopent dans des proportions supérieures. Et la raison du dopage, c'est pas tellement la performance. C'est ça qui m'a assez étonné dans les études que j'ai lues. C'est le physique, c'est l'esthétique, c'est l'image. C'est exactement ça. C'est correspondre à une image. 100% d'accord. Et tu vois, ça, pour moi, on peut pas dire que c'est pas une dérive. Tu vois, c'est une dérive qui existe dans le monde du sport et on doit la prendre à bras le corps. On doit dire, OK, dans mon club, là, moi j'ai été prof de boxe. Bah, tu vois, j'avais jamais pensé à ça. Je me suis jamais dit, mais putain, dans mon club, en fait, il y a peut-être des gamins qui sont en train de se doper pour essayer de ressembler aux professionnels qu'on entraîne parce qu'ils ont l'impression que ça va pas assez vite, parce qu'ils ont l'impression qu'ils devraient ressembler à ci ou ça. Et en fait, c'était juste un tabou. Personne n'en parle jamais. Mais il faut en parler. Si on n'en parle pas. Oh non, si. Tout le monde. Ça doit dépendre des milieux. Mais il y a des sports, tu vois, moi, l'athlétisme et les sports de combat, c'est deux milieux où je trouve que la question du dopage, en MMA, elle est un peu traitée. En boxe, les gens en parlent quasiment pas. En athlé, les gens parlent quasiment pas. Je sais qu'en musculation, c'est un débat qui est un peu plus ouvert quand même. Ouais, qui est très ouvert depuis plusieurs années. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'amalgame ou d'englobalisation de tout un truc. C'est le problème et le dopage. Le problème est le dopage et la prévention du dopage et expliquer les effets, expliquer pourquoi. C'est pas le sport. Aujourd'hui, j'ai quand même l'impression, j'ai pas les chiffres, je suis pas statisticien ou quoi que ce soit, mais la sédentarité, le manque de sport et le manque d'activité physique tue plus, crée plus de maladies, crée plus d'impotence que les blessures et les dérives extrémistes liées au sport. Je pense que le travail doit être fait sur ces extrêmes-là, sur l'anti-blessure, sur la prévention, sur l'ouverture d'esprit, sur la compréhension, tu vois, sur les extrêmes. Et je pense que là où il y a eu une énorme friction, c'est que le message a été « le sport est un problème ». Ça a été perçu comme ça. Et je l'ai perçu comme ça en premier. Et pourtant, je suis pas censé être le dernier qui manque de nuances, de discernement ou quoi. Mais ça a été qu'à un moment donné, il y a deux combats. Oui, c'est vraiment comme vous dites. Hein. Moi, j'arrive, j'ai des sources, et lui, c'est oui, je pense que, j'ai l'impression que, j'ai pas les chiffres, mais voilà, c'est toujours ça, hein, débattre avec l'extrême droite. Ils s'attendent jamais à ce que nous, on ait des sources et qu'on arrive avec du fond. Et lui, il vient de la vidéo Insta, là, il parle que de la vidéo Insta en disant « Ah, mais vous dites que le sport, c'est mal. » Et moi, je dis « Bah non, je dis pas ça. » Regardez le dopage, il élimine ça en disant « Le problème du dopage, c'est pas le problème du sport, c'est le problème de la prévention du dopage. » Oui,
dans un sens, mais c'est lié au sport. Les gens se dopent pas sans que ce soit corrélé au sport, à des attentes physiques, à des attentes de représentation. On pourrait dire que le dopage, si le dopage est entièrement, ce que montrent les sources que je cite dans la vidéo, le dopage en fait est bien plus relié à des attentes en termes de corporéité, quoi. C'est vraiment donner l'impression que mon corps ressemble à un modèle inatteignable. Et donc pour ça, je vais me doper, non pas pour être meilleur en compétition, mais pour être plus beau, pour coller mieux avec ce que j'ai en tête comme modèle vu sur Instagram, à la télé, etc. etc. On peut considérer que si on veut lutter contre le dopage efficacement, le plus simple, c'est déjà de lutter contre les représentations du corps sportif, contre l'hégémonie d'une représentation d'un corps sportif qui serait forcément un corps maigre, extrêmement sec, avec des muscles saillants, des muscles hypertrophiés, etc. etc. On a vu les Jeux Olympiques, on a vu que ce corps-là n'est pas le corps sportif. C'est faux. On a vu des corps d'athlètes. Je regardais le bodybuilding hier, enfin pas le bodybuilding, le soulevé, là, l'arraché de terre, là, où les meufs, elles soulèvent des barres, elles les mettent là, elles les lèvent. Bon, bah, c'est des athlètes de haut niveau qui soulèvent 160 kilos comme ça à bras levés, c'est extraordinaire. Elles ne collent pas du tout à un modèle de corps tel que défendu par Jérôme et tous les coachs muscu qui nous sont tombés dessus avec Camille. On peut prendre les judokas, les judokates, on pourrait prendre tout l'athlétisme. Tous les coureurs, si vous les voyez dans leur vie de tous les jours, dans leur tenue de tous les jours, les coachs muscu, ils iraient leur dire « Ah bah vas-y, va faire du sport, t'as jamais fait de sport de ta vie, on en reparlera quand t'auras fait du sport. » Ça vaut pour les gens de l'escalade, parce que les gens de l'escalade, ils ont l'air musclés quand vous les voyez en tenue d'escalade, donc on voit un peu les épaules, puis les muscles sont en tension dans l'effort. Quand vous les voyez dans leur tenue de tous les jours, c'est pareil, on dirait des mecs comme ça. Regardez Mika Mawen, qui est quand même un grimpeur très musclé, même pour les grimpeurs, quand vous le voyez en tenue de tous les jours, ils rentrent pas dans leurs normes à eux. Donc déjà, lutter contre ces modèles inatteignables, ce serait lutter contre le dopage, ce serait lutter contre les TCA, ce serait lutter contre énormément de choses. Et ça, c'est pas possible. Ils veulent pas l'entendre. Je pense qu'il faut distinguer ce qui est de l'ordre d'une hégémonie culturelle et d'un modèle culturel dominant partagé par l'intégralité d'entre nous, qui est de nous dire là, ce corps-là, c'est ce corps-là qui est le corps désirable, qui est le corps qu'on doit avoir, qui est celui qu'on nous vend dans les publicités, qu'on nous vend sur Instagram, qu'on nous vend partout, et qui est en fait le corps de la musculation, je le redis. Et c'est pas grave, vous kiffez ce corps, vous kiffez la musculation, vous avez le droit, il n'y a aucun souci, mais ça n'a pas à être une norme dominante, et il n'y a absolument aucune raison de harceler des gens sur les réseaux en se basant sur leur apparence physique pour dire s'ils font du sport ou ils n'en font pas. La réalité, c'est que vous n'en avez aucune idée. Et c'est exactement ce qu'on voulait dire avec Camille. C'est ce que vous jugez, ce n'est pas si on fait du sport, ce n'est pas si on est en bonne santé ou pas en bonne santé. Ce que vous jugez, c'est si nous correspondons à votre modèle. Et même les sportifs professionnels ne rentrent plus dans votre case tellement elle est petite. C'était tout ce qu'on avait à dire dans la vidéo. C'était très bien expliqué et j'ai toujours pas compris pourquoi autant de gens en ont fait un scandale, à part que ça venait attaquer finalement le business du game de la muscu. Il y a le combat qui vise à mettre en activité physique et au sport le plus de gens dans la population et celui d'éviter qu'ils tombent dans des extrêmes. Et je pense que c'est deux combats différents. Et la manière dont le message est passé, il a été passé comme ce problème-là, en fait, voilà, on va le mettre pour tout le monde et on va arrêter de faire du sport parce qu'en fait c'est le sport le problème. Mais c'est pas le sport le problème, c'est pas l'activité physique le problème. Je pense que c'est ça qui a fait rager beaucoup de monde. Peut-être c'est ça qui a fait rager les Thibaut Intré, les Major Mouvement, pour moi, tout ça. Ils ont dit à un moment donné non, c'est pas le message. Non, le message est pas bon là. Le message est pas bon parce qu'en fait ça va rassurer. Attends, excuse, je termine juste là-dessus, après je te laisse dérouler. Parce que le message qui va sur les sportifs, les gens vont se dire mais qu'est-ce qu'ils racontent, et sur les non-sportifs, ils vont se dire oh ben formidable, j'en branle pas une, et apparemment c'est dangereux. Raison de plus pour pas m'y mettre. Je pense pas qu'on va arranger la population. Tu vois ? Ouais, déjà, ce discours de voilà, j'en branle pas une, tout ça, enfin, c'est pas du tout ce qu'on a dit. C'est hyper confus, puis c'est violent. Moi, je trouve ça violent. Déjà, je pense que c'est ça le souci. Les retours que j'ai, parce que j'ai pas eu que des retours négatifs. Il y a eu la shitstorm, donc ça crée un effet d'appel, mais qui a été beaucoup mise en scène par des très gros comptes qui ont embarqué beaucoup de monde avec eux. Mais derrière, depuis, j'ai eu beaucoup d'autres retours, notamment de professionnels, de sportifs professionnels, notamment en escalade, de personnes qui sont des kinés, qui sont des professionnels aussi dans leur métier, qui n'ont pas grand-chose à gagner, parce que c'est des personnalités, pour la plupart, qui ont leur cabinet, qui exercent en libéral et qui ne vendent rien avec leur image publique, et qui m'ont dit merci, qui m'ont dit mais en fait c'est des sujets dont on a besoin de parler, parce que la réalité c'est que cette injonction
non pas au sport, parce que l'injonction, les gens qui viennent nous dire, ah, Cordelâche ou Camille, t'es une grosse, va faire du sport, etc. Enfin, c'est de la grossophobie, c'est ultra violent. Ces gens qui viennent tenir ces discours-là, est-ce qu'ils incitent quelqu'un à faire du sport et à bien le faire? Ils injurient ces gens. Ils injurient ces gens. Et du coup, à un moment donné, ces gens-là, en fait, ils repoussent hors du sport énormément de gens aussi. Et ensuite, sur la question du sport, en fait, pour moi, je ne distingue pas la pratique sportive du sport. Ce que fait le sportif, c'est le sport. Je suis bien d'accord que techniquement, le cyclisme, c'est un sport sans dopage. Mais si on regarde la pratique sportive telle qu'elle est aujourd'hui, c'est un sport avec dopage. Donc, il faut prendre en compte la pratique sportive et comprendre dans quelle mesure elle va impacter les personnes qui pratiquent. C'est important d'avoir un discours critique sur le sport aujourd'hui. Et le discours, c'est pas ce discours-là qui va repousser les gens loin du sport. Pour moi, c'est l'inclusivité qui repousse les gens loin du sport. C'est d'ailleurs la dernière phrase de la vidéo. C'est ce qu'on disait aux gens. On disait, mais commencez pas à vous exciter à être grossophobe en commentaire. Si vous voulez faire un truc pour le sport, essayez de rendre La dernière phrase de la vidéo, c'est quand même de dire aux gens, faites des salles plus inclusives pour que les gens se sentent plus à leur place. Et comme ça... Bon, je rappelle qu'en plus, au sorti de ce moment, il y a eu la première vidéo, une deuxième vidéo, un live de 3 heures avec Nassim Saïli, un live de 3 heures avec Camille. Hein. Les gens qui n'ont pas compris la vidéo à ce moment-là, je veux dire, déjà pour moi la vidéo elle est claire de base, hein, je le dis parce que j'ai vu un message qui dit non mais moi je trouvais la vidéo pas claire, vous avez le droit de trouver une vidéo pas claire mais ça veut pas dire qu'elle l'est pas, et je refuse à 100% d'aller marcher dans les pas du harcèlement du feed game. À un moment donné c'était du harcèlement, c'était un harcèlement violent, un harcèlement grossophobe, ça a été hyper brutal pour moi, pour Camille, ça a duré vraiment très longtemps, c'était archi brutal et rien ne justifie ça, je le dis et voilà, rien ne justifie ce type de harcèlement. Ne pas bien comprendre une vidéo ne justifie pas de se comporter de cette manière. Et il n'y a eu aucune écoute et aucune volonté d'entendre quoi que ce soit qu'on ait dit. Et si vous voulez que je m'amuse à aller prendre les vidéos du feed game pour aller prendre tout ce qui est problématique dessus, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein, parce que voilà, nous on fait du travail, c'est sourcé, c'est bien, machin, etc. Et c'est pas que c'était mal dit, c'était que il y avait un truc qui était vaguement ouvert à l'interprétation. Et du coup, ils ont sauté là-dedans pour dire « Ah, ils défendent la sédentarité ». Si tu regardes la vidéo et que tu trouves que je défends la sédentarité, je suis désolé, c'est que tu es con comme une brique. C'est vraiment, je peux pas le dire autrement. Il faut être con comme une brique pour regarder cette vidéo et dire ces gens défendent la sédentarité, sachant que dans les 10 secondes de la vidéo, on redonne les préconisations de l'OMS sur le mouvement. Donc voilà, sur ça, voilà, je suis désolé, mais pour moi, c'est toujours un truc que j'ai là. Hein. Là, franchement, j'ai la colère par rapport à ça, ça me saoule, parce que vraiment, excusez-moi, on en a pris plein la tronche, et je le redis, personne ne nous a soutenus. On s'est retrouvés à poil. On s'est retrouvés complètement à poil. Il y aura de plus en plus de monde, tu vois. C'était ça notre dernière phrase. Hein. Je peux répondre sur ça parce que bon, j'ai fréquenté pas mal de salles de sport et j'ai fréquenté beaucoup de gens qui font du sport. Sur le problème de l'inclusivité, j'y mettrai quelques doutes ou en tout cas quelques guillemets parce que si tu veux, dans une salle de sport, c'est l'endroit où il y a le plus de gens différents et c'est là où tu es le plus facilement accepté. C'est-à-dire que dans une salle de sport, alors je sais pas on parle des gyms classiques et je pense même dans les clubs de sport, même si évidemment il doit y avoir des dérives, il doit y avoir des moqueries de temps en temps, mais ça fait quand même partie dans l'idée du sport qu'il y a une tolérance et il y a une bienvenue au club. On te prend, c'est un peu comme chez McDo, hein, tu viens comme tu es et on va pas te critiquer pour ce que tu es parce qu'en fait tu as fait le premier pas d'un changement, c'est formidable, on va t'accompagner, on t'accepte dans ce truc-là. Moi j'ai jamais vu plus inclusif qu'une salle de sport. Il y a toutes les couleurs, il y a toutes les tailles, il y a toutes les formes. J'ai jamais vu personne se faire moquer. On ne trouve personne dans une salle de sport qui se moque ouvertement de quelqu'un par rapport à son physique. Ça n'arrive pas. Si on se moque de quelqu'un, c'est parce que les exercices qu'il fait sont tellement du n'importe quoi et la plupart du temps, tu sais quoi, les pratiquants, ils sont sympas. Ils viennent te voir et ils t'expliquent que tu fais n'importe quoi. Dans son inclusivité, j'ai mis des doutes là-dessus. Après, peut-être que j'ai pas toute le planisphère, tu vois, j'ai pas l'ensemble. Et un peu de la même manière, tu vois, que est-ce que on a vraiment envie de dire les patriotes, d'une manière générale, sont des extrémistes qui vont tuer les étrangers? Est-ce qu'on a envie de dire tous les sportifs ou le sport de manière générale est problématique et en fait va t'engendrer des problèmes, etc. Et je pense bien répondre sur cette question-là de l'inclusivité parce que je la trouve très intéressante. La première chose que je note là-dedans, moi, c'est ce qu'on appelle un biais du survivant. Un biais du survivant, ça veut dire qu'on va prendre en compte en disant mais regarde, tout le monde vient dans les salles que les gens qui franchissent la porte qu'on a vu dans la salle de sport. Comme je te disais, moi ça fait 27 ans que je fais du sport, donc moi aussi j'ai vu, c'est vrai que dans les salles de sport, les salles de boxe, tout le monde rentre, normalement il n'y a pas de problème, il n'y a pas de discrimination, etc. Boxe en plus.
Mais C'est vraiment. j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi des gens qui n'arrivent pas à rentrer dans une salle de sport, qui disent non mais là moi ça va pas, et que j'ai essayé d'amener plusieurs fois dans des salles et pour lesquelles ça se passe mal. Et donc en fait il y a des gens qui ne rentrent pas. Et donc pourquoi ces gens ne viennent pas, pourquoi ces gens se sentent mal, c'est important aussi de les écouter. Et il y avait par exemple France Info qui avait fait un super article sur la grossophobie dans le sport, et le titre de l'article c'était les salles de sport ne veulent pas de nous. Et c'était des gens qui racontaient leur vécu, et c'était Mais bien hyper sûr, intéressant. que si elles veulent de nous, c'est de l'argent, c'est Oui, de nos clients, évidemment. Non, mais il faut écouter leur récit. Tu vois, par exemple, une dame qui disait, mais les gens se rendent pas compte, mais pour moi, c'est humiliant de passer le tourniquet. Et j'étais là, ah, putain, j'avais pas pensé. C'est tout con. Comme cette personne, attends. Est-ce que c'est un problème du milieu du sport, ou est-ce que, écoute, à un moment donné, putain, c'est à toi aussi de passer le cap. Alors, j'entends le discours, j'entends toujours le discours, mais je le dis à chaque fois, j'entends le discours qui est, il faut comprendre la personne, faut comprendre ce qui la bloque, faut pas la culpabiliser, et faut la mener sur le bon chemin. 100% d'accord, et d'ailleurs, c'est une espèce de débat, grande discussion que j'avais eu avec Denis Richer, qui avait beaucoup fait parler sur la perte de poids. Est-ce qu'il faut culpabiliser, est-ce qu'il faut pas culpabiliser, est-ce que c'est qu'une question de calories, est-ce que c'est qu'une question de volonté, est-ce que la volonté elle ne proviendra... Merci Stigmac d'avoir acheté mon bouquin, et juste ce qu'il dit, mais vous voyez, mais est-ce qu'il faut culpabiliser? Genre le mec il est en mode c'est une question quoi. On en est là. Vraiment, est-ce qu'il faut culpabiliser les gens ou pas? Ne proviendrait pas d'autre chose, de neurotransmetteurs, du microbiote, de choses qui sont au-delà d'une simple volonté, d'un simple truc mental. Je suis d'accord, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? On continue à les victimiser? On continue à lui dire c'est pas ta faute, c'est rien. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui veulent pas passer le cap? Et je me sens pas à l'aise. Bon, mais d'accord, tu te sens pas à l'aise, mais à un moment donné, tu veux changer ou pas? Bah, on lit les études. Et à nouveau, je suis désolé d'être chiant, mais je suis chercheur. Je peux pas. Non, mais on est là pour. C'est mon travail. T'as raison, parce qu'on on est là pour faire ça. Et moi, sur l'obésité, quand tu regardes les études, l'OMS est quand même extrêmement clair. L'OMS est multifactoriel. Ce n'est pas une question de volonté individuelle. C'est pas des gens qui veulent pas y aller. La vérité, c'est que la plupart des gens, c'est des gens qui ne peuvent pas. C'est extrêmement différent. D'abord parce qu'il y a un accès à l'alimentation qui est parfois compliqué selon les revenus. Ensuite, parce qu'il y a un accès aux salles de sport, particulièrement dans les grandes villes, ne serait-ce que le coût économique de la salle de sport est un problème, mais pour toutes les populations qui vivent dans les zones limitrophes, par exemple à Paris, qui vivent vraiment loin du centre, se rendre dans une salle de sport, c'est très compliqué. Faire garder tes gosses pour pouvoir aller au sport, c'est très compliqué. Tout ça, en fait, ça crée des barrières et ça rend extrêmement difficile mais on peut continuer. Tu vois, mais bien sûr, on peut continuer à trouver des excuses, mais je sais pas des excuses, je vais défendre. Non, je sais. Mais je vais défendre. Moi, j'ai vécu sous le seuil de pauvreté pendant des années. Je pouvais pas me payer à bouffer. Comment est-ce que tu voulais que j'aille me payer une entrée dans un club? Je pouvais pas. C'est la période de ma vie où j'ai pas fait de sport. C'est la période où j'étais la plus pauvre. D'accord. J'étais vraiment dans la merde noire et je pouvais pas y aller, tu vois. Ok, est-ce que c'est la raison principale de 90% de la population? Je pose la question. De bonne réponse aussi, Laurier, qui nous dit en plus, pour beaucoup d'entre nous, la salle de sport, ça nous rappelle les traumas vécus dans le système scolaire, les bullies dans les cours de sport, où souvent le bully, c'était le prof. Carrément, on en a parlé 18 fois, et vraiment, c'est un vrai gros problème. C'est qu'en plus, on a un bagage d'une éducation sportive qui a laissé des marques, qui a laissé des traces, qui donne l'impression que le sport, non seulement c'est pas fait pour nous, qu'on n'y a pas notre place, mais en plus que on va être face à des gens qui vont être violents et légitimés dans leur violence, parce que le sport, ce serait un espace justement de l'humiliation, de l'écrasement, comme on l'a vécu à l'école. Je sais que beaucoup vont aller dans mes raisonnements. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à trouver des excuses à chaque passage, parce que si tu me dis oui, j'ai pas de quoi me payer de la bouffe pour truc. Bon, et encore, il y a moyen de faire un panier qui va coûter beaucoup moins cher que d'aller bouffer des pépitos. Et ça, je sais que c'est un discours. Je me fais la transition de ceux qui pensent comme ça et qui vont réagir comme ça. Des fois, je suis assez d'accord. Ok, ma salle de sport est trop loin. Très bien, ok, tu peux très bien t'entraîner chez soi. Oui, mais c'est trop dur. Tu peux y aller étape par étape. Enfin, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? On continue à justifier et à trouver des excuses, ou on essaie de trouver des solutions. Et je pense que il y a un équilibre à trouver là-dedans, tu vois, à se dire. On comprend, on justifie, et c'est terrible. Ou à un moment donné, bon, mais très bien. Est-ce qu'on continue à trouver des excuses ou on trouve des solutions? C'est individualiser le truc. Enfin, il y a quand même un rapport. Je vais essayer de voir si je l'ai pas. J'ai regardé tout à l'heure. Hein. Voilà, un rapport de l'OCDE. Dans l'UE à 28, le débat est où les femmes et les hommes du groupe aux revenus les plus faibles sont respectivement 90% et 50% plus susceptibles d'être obèses que leurs homologues du groupe aux revenus le plus élevés. Moi, à un moment donné, tu vois, je me dis, on peut pas dire de ces gens, on va pas dire que tous les gens au SMIC sont plus feignants que les autres. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que ces gens, à un moment donné, ils ont des facteurs. Et ces facteurs, ils sont notés rapport du Sénat sur l'obésité 2022.
qu'est-ce qu'ils notent? La cause de l'obésité, des problèmes économiques, donc ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'accès à l'alimentation, problème de conditions de travail, j'avais oublié ça. Les plus pauvres, c'est les gens qui sont plus soumis à des horaires fragmentés, travail de nuit, travail fatigant physiquement, et les plus éloignés de leur lieu de travail, donc qui ont le moins de temps possible à consacrer à une activité physique, ou qui ont déjà tellement donné dans leur journée de travail que derrière aller faire du sport, c'est très très compliqué. Et du coup, je pense que c'est pas en stigmatisant ces gens-là qu'on les pousse à faire du sport. C'est la santé. Je pense que il faut plutôt s'engager pour l'égalité. En fait, faut se dire, mais en fait, on a eu aussi des salles de quartier, tu vois, pendant des années. On a eu, là, je parlais avec un type qui fait de l'escalade, parce que j'ai fait des vidéos sur l'escalade récemment, donc il y a des gens du monde de l'escalade qui sont venus me parler. Et il me disait, il faudrait qu'on fasse. Alors, sur la question de la génétique, etc. et tout, là, je vous cite les sources que j'avais. Donc un rapport de l'OCDE et un autre rapport français. Il y a d'autres rapports, hein. Il y a aussi il y a des questions aussi qui sont plutôt liées à la génétique, à des maladies, etc., etc. Du coup, moi, j'accentue dans cette partie du débat sur la question des paramètres sociaux, parce qu'évidemment, vous avez suivi la partie précédente du débat et vous verrez sur la partie sur le genre, vous savez exactement ce qu'il va me dire si je parle de questions génétiques, etc. Il va me dire « Ah, mais ça, c'est que quelques personnes, c'est 1%, naninana, machin, etc. » Puisque tu parles d'escalade et qu'il y a une attention sur ton travail, pour parler de toutes les salles municipales qui sont en train de disparaître. Parce que l'escalade, aujourd'hui, c'est en train de devenir des grands groupes, Arcos, etc., qui privatisent, qui font des très belles salles, c'est très cool, machin et tout. Mais du coup, en fait, c'est en train de drainer tous les pratiquants et les petites salles de quartier, elles disparaissent. Seulement, les petites salles de quartier, c'est là où on faisait les compétiteurs, les champions du monde et aussi où on mettait les gamins pauvres qui pouvaient venir le soir après l'école et on les laissait rentrer et tout. Moi, j'ai enseigné dans une salle de boxe qui était une salle de quartier et c'est vrai, tu récupères les gamins pauvres. Des fois, il y a les mamans ou les papas qui viennent avec leurs gosses et puis on les met dans un coin, on leur donne un ballon, ils font un foot, tu vois, parce qu'on a cette ambiance-là. Ils pourront pas faire ça dans la salle payante. C'est une manière d'imaginer le sport comme non pas un idéal justement d'entrepreneur de soi individualisant, mais comme quelque chose de communautaire, quelque chose de partagé. Dans les salles de boxe, par exemple, qui sont les salles de boxe à l'ancienne, t'as les vieux. Par exemple, on a les vieux. C'est les vieux, ils viennent boire un pastis, ils viennent discuter, machin et tout. Ils s'assoient. Ils sont assis autour du ring, ils viennent regarder, ou ils s'assoient au bureau avec entre eux, ils discutent, machin et tout. C'est comme ça dans les salles. Il y a les vieux, ils sont là et ils ont et c'était des anciens boxeurs, c'était des anciens entraîneurs, mais pas que. C'est des gens, ils passent et il y a une vie sociale autour de ça. Et comme je le disais, on a les parents qui viennent, ils ont pas le choix, ils ont leurs gosses, etc. Mais le nombre de fois où je me suis énervé parce qu'il y avait des gamins qui tiraient des ballons sur le ring pendant les sparring et que je pétais des plombs parce que je voulais que personne se casse la jambe. Mais d'un autre côté, je trouve ça bien que dans la salle, tout le monde puisse venir et ces salles-là, elles disparaissent. Et j'ai jamais vu ces gens-là défendre ça. Ce modèle communautaire, ce modèle d'un sport pour tous et pour toutes et tous. Eux, ce qu'ils défendent, c'est la salle privée où tu viens, etc. Et puis ça coûte pas si cher, ça va, machin, tu peux. Bah non, ça coûte cher, c'est la réalité. Hein. Donc on doit, à un moment, tu vois, il y a d'autres combats pour moi qu'aller voir les gens et leur dire ah c'est ta faute, c'est individualisant, etc. Non, les combats ils sont ailleurs. Non. Mais je suis d'accord là-dessus. Mais l'objectif c'est de pas les de stigmatiser personne ou de dégoûter personne. C'est-à-dire que oui, c'est pas facile pour personne. Il y en a pour qui c'est plus difficile. Il y en a qui démarrent de plus loin, que ça soit en termes d'obstacles, en termes financiers, en termes logistiques, en termes de motivation, en termes de tout ce que tu veux. Aujourd'hui, quand même, on est dans une ère où il y a toutes les informations disponibles sur Internet. Il y a quand même énormément de salles de sport. Qu'est-ce qu'on fait ? On continue à leur dire que finalement, faites pas parce que vous pouvez pas. Non, en fait, non. La majorité de la population est en sédentarité et ne fait pas d'activité physique parce qu'elle est dans un confort absolu, parce qu'elle est dans un univers rempli de sucre et qui la maintient dans ce truc-là. Là, je viens de lui démontrer l'inverse. Source à l'appui, que c'est pas une question de confort et que justement à l'inverse, les gens qui font pas de sport, c'est les gens qui sont dans les situations sociales les moins confortables. Et vous voyez comment il ignore la source et il dit non, la majorité de la population est dans un confort absolu et bouffe du sucre et patati et patata, le stéréotype. Mais c'est ceux qui ont le plus de confort qui ont le plus accès au sport. C'est d'autant plus. Et en plus. Non mais tu vois, non mais le mec qui le sport, tu peux le faire chez toi. Mais imagine tu bosses au chantier, tu fais des horaires fractionnés en mise en rayon. Enfin, je veux dire, moi j'en connais des gens de ma famille qui font ça ou des gens qui bossent en usine. Ces gens en fait, ils finissent la journée, ils disent ouais, je veux bien faire du sport, mais le problème c'est que c'est à 1 heure de route.
j'ai tapé ma journée de taf. Non, c'est pas la même journée pour tout le monde, tu vois. Non. Moi, Déjà, celui qui a passé sa journée entière à bouger ou quoi que ce soit, déjà, il n'est pas dans la sédentarité. Qu'on soit d'accord, c'est celui qui est dans le bureau, qui ne fout rien, qui ne bouge pas, qui ne fait pas marcher ni ses bras ni ses jambes. Maintenant, derrière, qu'est-ce qu'on fait? On leur dit qu'il faut pas faire de sport parce que ça risque de les mettre ça risque de leur provoquer des problèmes, qu'en fait, il faut pas qu'ils fassent de sport, qu'il faut arrêter de les emmerder avec ça. Je trouve que c'est un message qui va contre la santé des gens. C'est que je suis d'accord qu'il faut comprendre le contexte général, qu'il faut prendre en compte l'individualisation. Mais moi, ce que je vois, c'est que les comptes sportifs, évidemment qu'il y en a certains, c'est des tarés, ils te disent n'importe quoi. Mais de manière générale, les majors mouvements, les Thibaut InShape, ces gens-là t'encouragent, te donnent envie, te donnent des solutions. J'ai l'impression qu'on nous a pas forcément entendu dans le milieu, surtout du fitness. Qu'on a été assez bien compris dans d'autres milieux sportifs, puisque du coup, comme je te disais, j'ai pas mal d'échanges avec d'autres sports. Je dis pas aux gens de pas faire de sport du tout. Moi, je dis au milieu du sport, attention. Il a bien choisi ses exemples. Hein. Thibaut InShape, Major Mouvement, vraiment aucun problème. InShape, arrête avec ta dépression et bouge ton gros cul. Exactement, et c'est vraiment le genre de discours qui est à la fois vraiment inclusif et encourageant. Personne ne s'est jamais ressenti rejeté par Thibaut InShape. À ne pas non plus tomber dans un espèce de système de tabou où à la moindre critique posée à une injonction au sport ou au fait de faire du sport devient, ah mon Dieu, un appel à la sédentarité. Et à faire une séparation entre, je dis à quelqu'un les préconisations de l'OMS et je dis à quelqu'un, là tu corresponds pas à la norme physique parce que t'es trop gros, parce que t'es trop scié. Il y a un exemple qu'on prend dans la vidéo sur ça, c'est les sportifs professionnels qui sont stigmatisés. Parce que ça, c'est un vrai souci. Il y a deux exemples qu'on donnait, c'était Marion Bartoli, la tennisman, et Daniel Cormier, le champion de MMA, que je montre en photo dans la vidéo, et je disais, mais ces gens qui sont des sportifs professionnels, qui sont dans une condition physique extraordinaire, ont subi toute leur carrière sportive des humiliations et des injures parce que ils étaient trop gros, ils étaient trop ci, ils étaient trop ça. Donc à ce moment-là, c'est plus la santé qui est en jeu, c'est simplement la correspondance à une norme. Il faut qu'on accepte cette vérité. Et ça, moi, c'est les gens du monde de la muscu qui n'ont pas entendu. C'était en mode, ah non, mais tu peux pas dire ça, mais parce que je crois, au fond, mais c'est pas la problématique c'est leur du fond sport. De commerce, c'est leur fond de commerce. Mais ceux qui sont en surpoids, on les laisse en surpoids et on les laisse crever de diabète. Mais l'activité, et en fait, on continue, les recommandations de l'OMS, à leur filer du sucre, et personne n'est là pour leur expliquer en quoi le sucre c'est mauvais, en quoi il faut bouger et comment il faut bouger. Mais tu vois ce que tu dis, c'est dans la représentation. Daniel Cormier, tu l'aurais vu sans savoir qu'il était champion. Tu lui aurais dit, ah mais toi tu dois faire du sport, on va arrêter de te filer du sucre, etc. et tout. Daniel Cormier, Fedor Emelianenko, qui était pareil, un monstre, je veux dire, de cardio, de physique, etc. et tout. Il y a un souci de normes et de représentation. Le corps, le corps extrêmement maigre, etc. et tout. On va te dire, ah non, mais ça c'est le corps. C'est ce qu'il dit Major Mouvement dans sa vidéo. Hein. Il dit, oui, voilà, le corps, il doit être assis, il doit être à ça. C'est ça le vrai corps. Et il fait référence au corps des Instagrammeurs, etc. Moi je dis, attendez. C'est n'importe quoi. Enfin, il y a toutes sortes de corps dans le sport en plus. Le sport, c'est une diversité de corps extrêmement différents, quoi. Moi, ce que j'essaie de dire, et je pense que c'est assez clair, c'est que ces gens-là, ils ont des stéréotypes et ça se voit comme il le dit, quoi. Pour lui, un corps gros est un corps en mauvaise santé, qui va mourir de diabète, bourré de sucre, etc. C'est hyper violent. Et je lui cite en plus des sportifs professionnels qui sont gros hein, dans nos normes hein, de représentation. Le type est incapable d'entendre. Il est incapable d'entendre. Et c'est exactement ce que dénonçait Roman Diclo là pendant les JO. C'est de se dire, mais en fait, ce corps est en bonne santé. Ce corps est en bonne santé. Et peut-être que lui, avec son cigare et ses entraînements de muscu et tout, il n'est pas en si bonne santé que ça, quoi. Hein. Est-ce qu'on a encore le droit de dire aujourd'hui que ne pas avoir un indice de masse grasse élevé est bon pour la santé, de bouger est bon pour la santé, et qu'en fait le sport, l'activité, l'interne, l'extérieur va refléter la plupart du temps, très souvent, l'intérieur. Moi, j'y crois pas. Tu verras jamais quelqu'un, alors, il faudra m'appeler le jour où tu vois quelqu'un qui fait 120 kilos. Oui, là, il est incapable de le percevoir. Hein. Il est là en mode non, moi je lui dis non, moi j'y crois pas. Moi je suis pas d'accord avec ça. Il y a rien chez l'OMS qui parle de masse grasse. Hein. Il y a zéro information là-dessus. Hein. C'est vraiment eux qui ont décidé de lire le truc de cette manière-là pour le faire coller à leur modèle qui est de dire moins t'as de masse grasse, plus t'es en bonne santé. Bah, pas forcément. Alors, il faudra m'appeler le jour où tu vois quelqu'un qui fait 120 kilos, qui a des boutons partout et qui est incapable de, je sais pas moi, de faire 20 marches d'escalier, avoir tous les marqueurs biologiques au top du top. Moi, je reprends l'exemple. Je trouve que Daniel Cormier, c'est un super exemple. Prenez l'exemple de Daniel Cormier. Mais Daniel Cormier était dans la performance MMA. Ce n'est pas du tout un modèle de santé publique de ce qui est recommandé par tout le monde.
C'est un modèle de sportivité. Un mec qui peut faire 5 fois 5 rounds en MMA en poids mi-lourd, puis en poids lourd, qui a été champion olympique de lutte, c'est quand même quelqu'un qui est représentatif du modèle sportif. Moi, quand j'étais aux États-Unis, j'étais dans un club de MMA qui s'appelle SBG. Où je m'entraînais, qui sont d'assez bons clubs de MMA, où il y a notamment le SBG North Island, où il y a eu Conor McGregor, etc. Moi, j'étais SBG North Cal, donc qui est en Californie du Nord, et j'avais cette discussion avec le head coach plusieurs fois, et il me parlait du problème qu'il avait avec le rapport musculation MMA. Et il disait en fait qu'avec les professionnels, j'en ai souvent parlé avec des entraîneurs de boxe qui constatent la même chose, le sport construit du muscle naturellement, beaucoup de muscles profonds, des muscles assez durs, mais ne construit pas forcément par rapport à l'effort qui est demandé un corps qui correspond à la norme. Et ça, beaucoup de sportifs, quand ils s'entraînent, le vivent comme une frustration. Si vous regardez Creed, le premier film Creed, on en avait parlé la dernière fois, vous verrez que vous avez l'acteur qui est hyper musclé et tout machin, et en face, il y avait le méchant du film. Et il y avait plein de gens qui avaient dit, mais le gars dans le film et tout, oh, il est pas musclé, il ressemble à rien, naninana. Sauf que le gars du film pas musclé qui ressemblait à rien, en fait, c'était un vrai champion de boxe et qui faisait le poids de l'acteur. Mais du coup, il avait des muscles de boxeur, quoi. Et du coup, ça ressemblait pas aux muscles d'un bodybuilder, aux muscles auxquels les gens s'attendaient. Il avait pas les gros pecs, etc., etc. Et ce qu'il me disait, le gars, c'est que les sportifs américains aujourd'hui, ils ont une activité à côté et qui est, en fait, tout simplement, ils vont avoir leur entraînement sportif, donc ils vont être largement dans les normes de santé, mais le corps qui va en sortir ne correspond pas du tout à la norme dominante. Et derrière, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la norme? Ils vont faire de la musculation, ils vont s'entraîner, ils vont s'infliger des diètes qui devraient pas s'infliger des fois. D'ailleurs, ça nique les performances. Ça, je l'ai vu plusieurs fois chez les boxeurs parce que ils veulent avoir la jolie photo Instagram. Et ils ont en plus une raison professionnelle de le faire, c'est que les sponsors, maintenant, ils cherchent ça. Et donc, finalement, on n'est plus du tout dans une relation sport-santé. On est dans une relation correspondance à un modèle. On veut correspondre à un modèle. Et c'est pas forcément grave, mais si on le prononce comme ça, on dit juste aux gens, là, attends, c'est pas ta santé qu'on juge, c'est ta conformité à notre modèle de représentation. Mais ça, je pense que si on parle de Cormier, personne n'a dit que c'était un modèle de représentation de santé. Mais on devrait, justement. Mais c'est ça que je dis, exactement. On devrait. Mais non, il est dans la performance, il est dans la... Vous avez capté le compte son camp? C'est magique. Il est pas dans une recherche de santé. Mais on devrait pas humilier cet homme en disant qu'il est gras, qu'il est gros et que, enfin, je veux dire, ce type-là, si on voyait un mec avec le corps de Cormier qui faisait la même activité physique que Cormier et qu'on se moquait de lui en disant qu'il est pas sportif, ce serait quand même un problème. Parce qu'en réalité, ce type, c'est un niveau de sportivité que la plupart d'entre nous, mais même que 99,9% des gens n'atteindront jamais au monde. Double champion de l'UFC quand même. Oui, mais en fait, il y a un... Donc en gros, là, moi, je suis en train de me prouver que, en fait, je suis en train de prouver mon point. Là, on peut pas faire plus clair, qui est que leur référence n'a rien à voir avec une pratique sportive ou une norme de compétences sportives, parce que là on parle d'un sportif de haut niveau qui a été 2 fois champion de l'UFC, qui a été champion olympique de lutte et tout. Leur norme est entièrement liée à un rapport au poids et en rapport à une image. Mélange de tout là, entre la performance, le corps, la santé, on mélange. Évidemment que non, si tu la santé et ce que promulgue les majors mouvements ou ceux qui parlent de santé, je vais citer personne, c'est évidemment l'activité physique, c'est la musculation, c'est un peu de cardio, c'est l'alimentation qui va avec. On n'a plus le droit de dire ça. On n'a plus le droit de dire qu'il faut faire attention, que si tu veux être en bonne santé, si tu veux vivre plus longtemps avec une meilleure qualité de vie et avec une plus grande longévité, il va falloir faire du sport, il va falloir faire de l'activité physique régulière, il va falloir faire attention à ce que tu manges. Le dire à des gens qui font déjà du sport, qui font déjà attention à leur alimentation, qui sont déjà dans une bonne relation aux choses, c'est pas normal. Pourquoi faire chier Camille? Pourquoi me faire chier moi? Pourquoi venir me le dire? Non. Je suis déjà sportif, Camille aussi. On fait déjà du sport. C'est autre chose. Tu vois, là, c'est des gens, ils essayent de nous sortir du sport plutôt que de nous y faire rentrer. On est déjà sportifs. Ça, c'est des débiles. Tu vois, ça, c'est des débiles. Les gens qui viennent te critiquer sur ton physique et te dire ce que tu devrais faire alors que t'as rien demandé et qu'ils n'en ont aucune idée de ce que tu fais en back-office, c'est des débiles. Évidemment, c'est des gens qui sont matrixés, qui ont une vision comme ça. Non, mais vraiment, il est bloqué pour le coup. C'est vrai qu'on tourne en rond, mais parce qu'il veut pas entendre. Il refuse les preuves, il refuse les sources. J'arrête pas de le coincer, j'arrête pas de le ramener à des impasses. Mais c'est comme tu dis, Luner, il veut pas reconnaître qu'on puisse être gros, sportif, en bonne santé, parce que ça serait dire que tout ce qu'il s'impose pour avoir un corps normé n'est pas nécessaire pour un mode de vie sain, et donc il fait ça uniquement pour son image, carrément. Et je pense que c'est aussi, ils veulent pas entendre qu'ils ont pas à dire aux gens ce qu'ils ont à faire, qu'ils n'ont absolument aucune raison
d'aller voir les gens et de leur dire vous devez faire du sport, d'aller humilier les gens, d'aller culpabiliser. Parce que sur la grande majorité de sédentaires qui vont être en contact avec ce message ne risquent pas de prendre ce message comme bon, ça va, j'ai pas besoin de faire des efforts. Bon, mais ça va, j'ai pas besoin de me foutre la rate au courbouillon. J'ai pas besoin de trucs parce que finalement, il y a des risques. Donc en fait, il vaut mieux que je reste dans mon canapé à 18h le soir et que je fasse rien parce qu'en fait, j'ai pas envie de développer des TCA. Et c'est mieux que je sois dans mon confort et c'est mieux que j'aille manger mon petit Häagen-Dazs devant Netflix ou quoi. Parce que de toute façon, si je me mets à faire du sport, je vais commencer. Les gens le prennent comme ça. C'est ça la vraie question. S'ils ont écouté plus de 10 secondes de la vidéo, ils ont au moins entendu qu'il y avait les préconisations de l'OMS sur le fait de faire du sport. Et ensuite, moi, les retours des gens qu'on va dire sédentaires, que j'ai eu après cette vidéo, c'est plutôt, en fait, ça m'a donné envie de faire du sport, mais dans d'autres espaces. Parce que ça m'a aidé à me rendre compte que les espaces où je me suis pas forcément senti à l'aise, où je me suis pas forcément senti bien, c'était peut-être des espaces qui étaient pas faits pour moi. Parce que tous les espaces ne sont pas justement inclusifs. Quand je parlais d'inclusivité, je te disais tout à l'heure, il y a quand même des problèmes. Il y a des gens, ils arrivent quelque part, ils passent la porte, ils disent oh putain non ça va pas le faire. Et moi le message que j'ai envie de passer et que j'ai passé plusieurs fois dans les lives que j'ai fait sur le sport, dans les vidéos que j'ai fait sur le sport, j'ai fait une vidéo avec Charline du compte Orgasme et moi sur l'escalade et tout. On a pas mal parlé d'escalade. Et c'est l'inclusivité. Et je dis, il y a des espaces inclusifs, il y a des espaces où vous pouvez vous sentir bien. C'est un peu comme quand vous allez chez un médecin. Si le médecin, ça se passe très mal dès le début, allez en voir un autre. Et du coup, en fait, ces gens, c'est ce qu'ils ont entendu de mon message. En tout cas, les gens qui m'ont fait des retours, c'était pas, ah non, surtout, vous avez le droit de pas faire de sport, c'est pas grave. C'était peut-être que cette mauvaise expérience que vous avez vécue, elle est pas si grave. Et que vous pouvez aller voir ailleurs et que vous allez trouver du roller derby, un truc qui va vous plaire, du pole dance, je sais pas quoi, un truc qui va vous plaire, qui sera votre sport à vous. Et ça, en fait, moi, j'ai la sensation qu'avoir ouvert le dialogue, ça a amené les gens à se dire, ah ouais, en fait, ça va, tu vois. On peut attendre des années que l'État ou que le gouvernement te mette des inclusivités absolues pour te faire rentrer dans une activité sportive. Bon, à un moment donné, tu as une responsabilité personnelle. Oui, tu te sens pas à l'aise de rentrer dans une salle de sport. Comment tu peux faire? Et est-ce qu'à un moment donné, il va pas falloir faire traverser ce truc-là? Je pense que c'est bien aussi d'avoir un discours qui remet un peu l'église au centre du village, de dire, certes, c'est dur et on peut peut-être faire quelque chose d'un point de vue étatique ou d'un point de vue global, tu vois, mais toi, à ton niveau, comprends qu'à un moment donné, il va falloir te sortir les doigts, un minimum. Parce qu'on va essayer de t'améliorer le truc, mais il va falloir que tu te bouges. Et ça va être difficile, mais tu vas avoir les résultats. Et c'est en ayant les résultats que tu vas... Voilà. Et je pense que et j'ai peut-être un biais, je pense que beaucoup de messages des grands influenceurs qui sont suivis, ils se rapprochent davantage de ça que du « t'es nul, tu fais pas de sport, t'es nul, tu sers à rien ». Ceux qui... Non, il est pas du tout du genre à dire t'es nul, tu fais pas de sport, t'es nul, tu fais rien. Il dit juste bouge-toi, sors-toi les doigts et si tu fais pas de sport, c'est ta faute et t'es une merde. C'est vraiment rien à voir. Enfin, je veux dire, j'espère que vous vous rendez bien compte. Il y a le body shaming, le bon body shaming et le mauvais body shaming. Voilà. Le mauvais body shaming, il te dit t'es nul, tu fais pas de sport. Le bon body shaming, il te dit t'es nul, sors-toi les doigts. J'espère que vous voyez bien la nuance, c'est important. C'est un peu technique pour les gens qui s'y connaissent pas. Faut être un sportif de haut niveau pour se rendre compte, quoi. Non, mais juste sur l'inclusivité, moi, il y a quand même un truc que je veux souligner, c'est que les gens sont pas juste dans quelque chose qui est de l'ordre de ah, ça va être dur, c'est pour ça que je me sens pas à ma place et tout. Tu vois, il y a des vrais problèmes d'inclusivité. Il y a par exemple le ministère des Sports qui avait fait une étude en 2023 où il ressortait que 60% des personnes LGBT disaient avoir déjà vécu une agression verbale homophobe dans le milieu du sport, agression devenue physique dans 44% des cas. Tu vois, c'est énorme. Et là, moi, je pose la question. 44%. Est-ce qu'il faut retirer... Tu dis, ah, donc là, moi, je dis, j'ai fait un appel au monde du sport, c'est de dire, ce problème, on le met pas sous le tapis. Ce problème, on le prend à bras le corps. Non. Ok, il y a ce problème-là. Qu'est-ce que je fais, moi, pour lutter contre cette LGBT-phobie dans ma salle, dans là où je vais, etc. Si je suis pratiquant, qu'est-ce que je peux demander à mon club? Après tout, il y a des fois des gens, ils payent très cher leur abonnement à l'année dans une salle. Vous avez le droit de demander quelque chose quand vous payez aussi cher. Et puis quand vous êtes entraîneur, tu vois, moi, dans ma salle de boxe, je me disais, putain, mais en vrai, qu'est-ce que je pouvais mettre en place pour empêcher ce genre de choses? Et ça arrivera pas forcément sous mes yeux, je le verrai pas forcément comme le harcèlement scolaire, comme ce genre de dynamique. C'est des choses, une fois qu'on a les stats, faut se dire, bon, comment je prends le truc en main? Et Alan, donc qui entraînait à SBG, là, ce club en Californie, il avait fait un truc, mais que j'ai jamais vu ailleurs dans une salle de MMA ou dans une salle de sport de combat. Il avait écrit sur le mur, sur une affiche, etc. Les personnes LGBT+ sont les bienvenus dans cette salle.
C'était aussi con qu'une feuille à 4, tu vois. Et ben, j'ai jamais vu autant de personnes LGBT dans une salle venir sans avoir peur, sans se sentir obligé de se cacher, de se dissimuler et tout. Tu vois, et c'est comme ça qu'on crée de l'inclusivité. Oui, on peut aussi écrire tout le monde est bienvenu, terminé. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Non, parce que les hétéros, tu vois, t'es hétéro dans une salle. Moi, je peux parler de ce que je vais faire le week-end avec ma femme, sans avoir peur de me faire agresser. Non, mais est-ce que c'est pas un risque ? Les personnes LGBT, c'est pas le cas. Tu vois, d'ailleurs, ce que dit l'étude, c'est que 29% d'entre elles finissent par cacher leur orientation sexuelle de peur de se faire taper, quoi, de se faire agresser. Non, mais oui. Là, pour lui, il va commencer à justifier oui, non, mais arrêtez de vous plaindre. Et vous allez voir, ça va aller loin. Hein. Non, mais dans ma tête, ou en tout cas dans ma vision, on est ça mélange tout. On est sur une évidence débile qui est de taper ou de stigmatiser, mais de taper, d'insulter, d'agresser des gens qui appartiennent à une certaine catégorie sexuelle, sous-professionnelle ou quoi que ce soit. C'est un acte de débile. Maintenant, est-ce qu'il faut à tout prix, pour chaque segmentation de la population, y mettre un mot et dire attention, alors maintenant, les LGBT, vous êtes bienvenus. Alors les gens qui se prennent pour les coccinelles, vous êtes bienvenus aussi. Je veux dire, on va aller jusqu'où dans cette histoire-là, tu vois ? Moi, il y a ce truc aussi. Et est-ce que c'est le problème du sport ? C'est pas le problème du sport, encore une fois. C'est le problème de gens qui sont débiles. C'est le problème de gens qui sont débiles. C'est pas le problème du sport. Et est-ce qu'on peut pas juste dire tout le monde est bienvenu, tout le monde devrait se mettre à l'activité physique pour les raisons qui sont évidentes, qui ne sont plus approuvées. Tu étais sur les faits tout à l'heure, sur les études. Ce n'est plus approuvé que être dans la sédentarité tue, ne pas l'être conserve. Et donc, de dire que tout le monde... Qu'est-ce qu'on fait à un moment donné ? Celui qui se prend pour une vipère, il va se dire attends, mais moi je suis pas considéré à ma juste valeur, je me sens pas truc. Si vous regardez ma joue à gauche, vous voyez que je mords ma joue là. Juste, je vous le dis, des fois je me mords à l'intérieur de ma joue comme ça pendant les débats parce que c'est un moment où donc c'est pas on sent la transphobie arriver, elle est là, hein. La transphobie est déjà là, hein. Les coccinelles, les serpents, là, les vipères, c'est sa version à lui des hélicoptères de combat, la fameuse phrase qu'on retrouvait partout sur internet à une époque, ah oui, si je me sens hélicoptère de combat, naninana, machin, etc. Donc c'est full transphobie. Et là, en fait, je viens de lui citer une stat où je lui dis il y a des personnes qui sont agressées physiquement en raison de leur sexualité dans les salles de sport. Et lui, donc, sa réponse, c'est la transphobie. Point. Et que je dis je suis une vipère, je suis pas accepté. Donc il faut qu'il y ait marqué sur le truc, les vipères ont droit de s'entraîner. Elle est là la limite. Et elle est la limite. Non, c'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à plus de limites. Et je pense que c'est bien aussi à un moment donné de revenir sur bon. On va inclure tout le monde, mais on va inclure tout le monde, on va arrêter. Ça peut aller jusqu'à plus de limite, on va inclure tout le monde, et après, il va se passer quoi ? On aura inclus tout le monde ? Mais alors, comment est-ce qu'on va faire ? C'est pas possible, hein ? C'est fini, le monde s'effondre. Non mais t'imagines, tout ce qu'on lui dit, je lui dis, on part d'une stat où je lui dis, il y a 40% d'agression physique sur les personnes LGBT dans les salles de sport. Et là, il est en mode, oh, attendez, on va pas faire un truc pour empêcher ça, après, il y a plus de limite. Il y a plus de limite. Laissez-nous notre LGBT-phobie dans les salles de sport, qui sont super inclusives, hein, je vous assure, hein. Non mais vraiment, c'est pathétique. Hein. De faire des simagrées pour des trucs qui n'ont aucun sens. 44% d'agression physique. 44% d'agression physique. Ça veut dire que 44% des personnes ont subi une agression physique homophobe en raison de leur orientation sexuelle. C'est pas anodin. Dans une salle de sport. C'est beaucoup trop grave. Ouais, dans le milieu du sport, étude du ministère des Sports. Hein. C'est pas des gens qu'on va accuser d'être pro-LGBT ou je sais pas quoi. C'est un moment... Quand tu as un problème de cette ampleur et de cette gravité, oui, il faut faire quelque chose. Comment tu peux oser utiliser le mot simagrée, tu vois, juste dire simagrée. Nanana, faire des simagrées. Tu dis, mais où sont les simagrées ? 44% d'agression physique. Là, vous êtes en train de faire ouin. La communauté entière du fitness a fait ouin parce qu'on a osé dire qu'on n'avait pas tous envie d'avoir un corps de mec qui fait de la muscu. Et ils se sont mobilisés. Ah, non, mon Dieu, nanana. Là, tu leur dis 44% d'agression physique sur les personnes LGBT. Oh, vous allez arrêter vos simagrées, bande de merde. C'est insupportable, hein. Tu dis, non, mais ça va aller ou quoi ? Vous êtes vraiment... Mais j'ai jamais vu des gens se mettre avec une telle aisance du côté comme ça de la discrimination, s'asseoir comme ça et dire non mais ça va, vous allez arrêter de vous plaindre, vous les nuls, et puis après aller chialer pendant 3 heures sur leurs petits problèmes à eux qui sont des non-problèmes. Hein. Ah, ça me... Faut faire quelque chose. Moi, si j'apprenais que dans la salle de sport où je vais, 45% des femmes s'étaient fait agresser physiquement, je me dirais oui, il y a un problème, il faut faire quelque chose. Est-ce que c'est un effort si énorme ? Moi, je pense pas. Moi, je veux que le sport soit un espace réellement pour tous. Et justement, on ne peut pas mettre éternellement sur le tapis la réalité qui est qu'aujourd'hui, c'est plus un espace. Bah oui, toi et moi, ça va aller. Tu vois, on est des mecs, ça passe, on se balade et tout. On est dans l'hétéronormativité, pas de problème.
mais les personnes qui sont pas dans ce spectre-là, moi je suis pas d'accord qu'elles soient en Et danger. jusqu'où ça s'arrête? La question, c'est jusqu'où ça s'arrête? Jusqu'où là, alors je me fais un peu l'avocat du diable volontairement. Je vais pousser jusqu'où on arrête la pleurnicherie. C'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand on considère alors il y a l'agression physique, évidemment, elle est à bannir, absolument. Mais c'est quoi l'agression verbale? C'est à partir de quand? C'est à partir d'une insulte? C'est à partir d'une petite moquerie? C'est à partir d'un regard qui a duré plus de 2 secondes? C'est à partir de quand? Je pense que c'est ça aussi. C'est toute cette nuance à prendre en compte. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Et si tu l'es pas, tu vas m'expliquer. 40% des personnes LGBT se sont fait agresser physiquement. Jusqu'où on arrête la pleurnicherie? Vous allez arrêter de pleurnicher? Ah non, mais là... Et donc voilà, c'est jusqu'où on va, jusqu'où on va pour comprendre les gens et faire preuve de tolérance, apprendre aux gens à être tolérants et à ne pas être des débiles. 100%. 100%. C'est pas le problème du sport. Bah, tu vois, tu parles de pleurnicherie. Moi, la pleurnicherie, je l'ai vu du côté du fitness et de la muscu, où il y avait des types qui faisaient des vidéos en disant « Oh, la vidéo de Mathieu et Camille veut stigmatiser le monde de la musculation, ils veulent se moquer de la musculation, machin et tout. » J'étais là, mais qui vous stigmatise, vous? Franchement, arrêtez vos conneries. Franchement, qui vous agresse? Qui vous agresse physiquement? Ils sont où les 25% de mecs qui font de la musculation, qui se font agresser dans la rue? Ils existent pas. Ils existent pas. Par contre, les 40% de personnes LGBT, oui, qui se font agresser physiquement, elles sont là, elles existent. Ça, c'est une réalité. Et à un moment donné, c'est pas de la pleurnicherie, comme tu l'as dit, c'est des agressions physiques, ça n'a pas à avoir lieu. Ça n'a pas à avoir lieu. Moi, je dis, à un moment donné, on peut pas dire, ah, le sport est inclusif, c'est pas un souci, machin, tout le monde est le bienvenu. Et ensuite, ne pas vouloir prendre, dire la réalité qui est de dire que tout le monde a réellement sa place. Tout le monde aujourd'hui a sa place dans le monde du sport. Pour moi, tout le monde a sa place. Les personnes trans, les personnes LGBT+, tout le monde a le droit de faire du sport, tout le monde a le droit de faire la compétition, etc. On va terminer là-dessus. Jusqu'où doit aller l'inclusivité? Tu vois, je te prenais l'exemple de la vipère. Jusqu'où on doit verbaliser, on doit aller dans l'inclusivité? Ça s'arrête où, cette histoire? Bah, la vipère, on est quand même sur quelque chose qui est extrêmement cliché. Bien sûr. Ça rentre même dans un discours transphobe qui est assez présent dans les médias, qui est j'ai envie de me définir transgenre. J'ai pas peur de me définir comme un hélicoptère de combat, etc. C'est pour dire à quel point je ne sais même. C'est pour dire à quel point je suis perdu aussi dans ce monde entre les différentes dénominations de chacun, sans vouloir blesser quelqu'un et en même temps le truc. Je pense que beaucoup de gens sont perdus aussi. Il faut être bien sûr tolérant, faut pas être dans la haine. Je pense que c'est. Quelqu'un me dit t'es trop gentil, mais en fait je suis pas trop gentil. Regarde le débat avec le crayon, tu verras comment les gens ont réagi, ne serait-ce qu'à mon apparence physique et mon attitude. Dans un moment où j'étais juste dans un état de concentration, il faut quand même se rendre compte qu'on est obligé dans ces moments-là de se dire que si on est dans une image agressive, en fait tout de suite nous on nous invalide l'intégralité de nos propos. C'est-à-dire vous êtes agressif, vous criez, etc., etc. Enfin regardez Mélenchon quoi. Arrivé à un certain stade, en fait t'as plus droit à être écouté d'une manière quelle qu'elle soit. Donc il faut jouer de ça, t'es obligé d'être calme. Après tu dois rien lâcher. Donc là je le lâche pas, hein, l'air de rien. Vous voyez, je le reprends sur les termes, je lui dis qu'il est transphobe. Il essaye de mettre de côté sa transphobie. J'en profite pour lui faire une leçon sur les mots à utiliser, tout ça. Mais c'est très chiant, hein, c'est compliqué. C'est quand même le message qui restera. Éviter d'être dans la haine, éviter d'aller dans l'extrémisme, de se faire enrôler dans des idées qui sont parfois nauséabondes, qui soient mauvais pour les autres et pour soi-même. Mais il y a quand même un débat qui s'ouvre sur jusqu'où s'arrête l'offense, jusqu'où s'arrête la liberté individuelle face à celle des autres. C'est fou, hein, il défendait la liberté de parole, la liberté totale quand on était sur le négationnisme. Est-ce que c'est pas réducteur, empêcher la liberté de penser, etc. Et d'un coup, quand on parle des personnes trans, le droit à l'existence des personnes LGBT, où est-ce que s'arrête la liberté individuelle? C'est sa conclusion, quoi, par rapport à celle des autres. Comme si le fait d'exister enlevait un droit, comme si lui perdait quelque chose. C'est fou, hein, cette logique, hein, comme si on lui ôtait un truc. Qu'est-ce qu'on accepte? Qu'est-ce qu'on arrête d'accepter? Qu'est-ce qui est bon pour la société? Qu'est-ce qui est pas bon pour la société? C'est des sujets, voilà, on ouvre la porte à d'autres choses là-dessus, tu vois. Bah déjà, moi je ramène ce qui est bon sur la société, qu'est-ce qui est pas bon pour la société. J'ai pas relevé pendant le débat, mais vraiment, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Ça veut dire quoi? Enfin, c'est pas tant perdu, hein. Moi, je pense qu'au fond de lui, il se dit que c'est mauvais pour la société, qu'il y ait des personnes LGBT, qu'il faut pas que ça existe, qu'on doit faire disparaître ça et tout, hein. Transphobe, moi je sais même pas comment on dit tout ça. J'ai l'impression qu'il y a 10, 15, 20 ans... Trans. Les personnes trans. C'est comme ça que les personnes trans doivent être appelées. Non mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, on prend tous des pincettes parce qu'on sait même plus comment il faut dire, parce qu'on a peur d'offenser. Et en plus, il suffit de dire un truc de travers, tout le monde s'offense, donc on sait plus quoi dire. Voilà.
C'est vraiment ton tonton bourré repas de famille, hein. Là, vraiment, il est en train de péter un plomb. Ce qui est vraiment drôle, si vous voulez, c'est que c'est un type, jusque-là, il se positionnait pas aussi ouvertement, aussi clairement. Et du coup, dans ce débat-là, il a complètement montré ses cartes. Donc, les gens me demandaient est-ce que ça a convaincu. Mais en fait, ouais, quand même, l'intervention a été assez utile parce que ça a révélé des choses. Il y a plein de gens qui lui ont dit ah ouais, mais je savais pas que tu étais à fond d'extrême droite comme ça. C'était censé être un podcast sur le sport. Finalement, tu es contre les personnes LGBT. Tu défends des négationnistes, c'est pas normal. Tu donnes toujours la parole à des complotistes, mais la seule fois où tu t'énerves, c'est quand t'as quelqu'un qui cite des sources. Mais en fait, c'est pas si compliqué. Et je suis pas dans l'intolérance. Et le pire, alors je suis pas un modèle. Je termine là-dessus, excuse-moi. Je suis pas dans un modèle d'intolérance. Au contraire, mais je me sens des fois perdu dans les termes que je dois utiliser. Et le truc, je me disais, mais est-ce que je sais pas si je perds du bon sens, si je suis perdu dans cette histoire-là. Entre les non-binaires, les trans, les cis, les trucs et tout. Oh, enculé, quand. Il y a pas assez de problèmes. Est-ce qu'on peut juste pas être tolérant? Terminé? Le plus simple, c'est d'écouter les gens. C'est d'écouter les gens. Et les personnes trans, elles demandent si peu. Les personnes trans, c'est 0,09% de la population française qui demandent pas grand-chose, mais qui subissent en permanence des shitstorms, une espèce de panique morale. Il suffit d'écouter ces gens-là. Ces gens, ils disent quoi? Ils disent appelez-nous des personnes trans. Pourquoi? Parce que transsexuel, ce n'est plus utilisé parce que ça n'a rien à voir avec une forme de sexualité, c'est lié au genre. Trans, genre. C'est tout, c'est pas plus compliqué. Et les personnes trans préfèrent juste utiliser le mot trans parce que ça c'est plus simple. Et ensuite, d'où ça vient? Ça vient de 60 ans de recherche. Il y a eu un débat à un moment donné dans la recherche sur ce qu'on appelle la vision essentialiste. C'est à savoir, est-ce que réellement notre regard sur la biologie est fondée par une réalité naturelle ou par des représentations sociales? Comme pour le racisme. À un moment, on était, tu sais, on disait, il y a des races. Sauf que non, il n'y avait pas de race. Sur l'essentialisme, tu vas me dire, donc tu vas me donner ta vision et tes arguments. J'ai quand même l'impression que ça explique énormément de choses. L'essentialisme et le biologique, l'évolutionnisme explique énormément de choses sur le monde actuel, sur les comportements, que ceux qui l'attaquent n'arrivent pas à prouver mieux. Alors là, juste, je vous préviens, on est à 2h54 de live. Donc dites-vous bien que moi, je suis à 2h54 d'émission. Donc ça fait 2h54 que je débat sur tous les sujets possibles et imaginables. Je n'en peux plus. Et là, on arrive à la fin et il me sort le genre. Je me dis, oh putain. Factuel ou d'explication qui montre réellement que l'essentialisme et le biologique n'ont pas de rôle dans qui nous sommes et dans nos comportements. Alors je sais pas si j'ai été clair. Non, ça me paraît clair. Bon, déjà, il faut juste poser quand même que les scientifiques sur cette question sont d'accord. Il n'y a plus de débat sur l'existence du genre. C'est plus quelque chose qui est discuté dans l'espace scientifique. On parle souvent de théorie du genre, mais c'est une mauvaise traduction du terme gender studies, études sur le genre. Et les études sur le genre, ça a donné lieu à des discussions houleuses. Ça a duré 40 ans et encore je réduis, parce que ça remonte à plus loin que ça. Mais on en est arrivé à une conclusion, qui est que justement le genre. Mais on en est arrivé à une conclusion, qui est que justement le genre était une construction sociale. On dit pas que tout est une construction sociale. On dit le genre est une construction sociale. Ça veut dire que d'une certaine manière, on considère le genre, la manière dont on se définit, homme ou femme, comme un apprentissage, une construction qui se fait tout au long de la vie pour correspondre à des comportements attendus dans la société dans laquelle on vit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le genre précède le sexe. Une différence anatomique dépourvue d'implication sociale va devenir un outil de distinction sociale. J'ai une bite, on va dire, tu es un homme. En fait, la différence anatomique va servir à expliquer la distinction sociale, alors qu'en réalité, le genre a été construit avant ça. Donc, en gros, le sexe, si tu veux, si on pense du point de vue à l'ancienne, le point de vue biologisant, c'est quoi? C'est identifier l'individu à des attributs génitaux. On est d'accord? Seulement, c'est pas si simple, parce que déjà, on se base sur quoi? Tu vois, l'anatomie, pénis/vagin, les gonades, testicules /ovaires. C'est pas, tu vois, ça marche pas forcément. Les hormones, testostérone, oestrogène, les chromosomes, XX ou XY. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, des personnes intersexes? Les personnes intersexes, les gens l'oublient toujours, 1,7% de la population. C'est plus que les roux. Tu vas pas faire comme si les roux, ils n'existaient pas, etc. Mais attends. 1% de la population, c'est rien.
1,7% de la population, c'est un Non, mais groupe suffisamment important. ça veut pas dire qu'il n'existe pas. Oui, mais ça veut c'est dire que simplement pour te dire que déjà de base, identifier le sexe à des attributs génitaux, déjà de quoi on parle? Tu vois, c'est déjà, ne serait-ce que trancher. Est-ce qu'on parle de pénis, de vagin, de gonade? Est-ce qu'on parle d'hormones? Est-ce qu'on parle de chromosomes, etc.? C'est loin d'être aussi simple. Enfin, et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, oui. Juste pour comprendre, quand tu nais soit avec un pénis, des testicules et de la testostérone, soit avec un vagin, des ovaires et majoritairement de l'ostrogène. Alors évidemment, il y a les deux, mais en majorité, quand tu nais, c'est soit l'un, soit l'autre. On est d'accord. En fait, en majorité, sur la biologie, ce que démontre la recherche, c'est qu'en fait, la moyenne, elle est loin d'être aussi claire. T'as les personnes intersexes, t'as des femmes qui vont développer beaucoup plus de testostérone. Il y a d'ailleurs des problèmes actuellement dans l'athlétisme de haut niveau parce que des femmes qui ont trop de taux de testostérone à qui on refuse le droit de participer à des championnats. Il y a des hommes qui vont avoir des oestrogènes. Il va y avoir des problèmes chromosomiques chez certaines personnes, etc., etc. Ce qu'on voit en fait, c'est que la norme, cette espèce de boîte carrée dans laquelle on veut faire absolument rentrer la réalité en appuyant comme ça à coups de poing, la norme, elle est plus complexe que ça. Est-ce que c'est la faute des anthropologues, si tout ça a commencé. Ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est que le modèle à deux sexes, qui était le modèle dominant en Occident, en fait, le modèle à deux sexes, il n'existait pas partout. Les anthropologues, c'est de eux que par le concept, c'est qu'on va dans d'autres groupes et dans d'autres sociétés, et on se rend compte que, putain, là en Inde, là en Afrique, là en Amérique, en fait, il y a en quelque sorte un troisième sexe. Et c'est comme ça qu'on commence à se dire, mais s'il y a un troisième sexe, ça veut dire que, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est biologique? Ça veut dire que ces gens, ils ont une différence qui fait qu'ils vont se comporter de telle manière? Ou est-ce qu'au contraire, ça veut dire que tout ça est une construction? Et c'est comme ça qu'en fait, on a commencé l'analyse. Ou alors, est-ce que ce sont des... Alors là, je vais me faire engueuler, mais parce que je sais que c'est ce qui vient en tête. Ou alors, est-ce que ce sont juste des anomalies? Et en fait, ils ont le droit d'exister, c'est pas un problème, mais est-ce que ça remet en cause la binarité? Anomalie par rapport à quoi? Une anomalie physiologique. Si ça représente 1,7% de la population de ces gens qui sont intersexes et que 80... Non, je parle pas. Là, je te parle pas des gens intersexes. Là, je te parle des gens de personnes trans, mais qui existaient dans des tribus aux États-Unis, en Inde, etc. Qui n'étaient pas des personnes intersexes pour le coup. Tu vois. Après, je suis plutôt contre le terme anomalie personnellement, mais, non, mais je sais, mais c'est juste, brutal. En fait, mais parce que je pense, c'est très brutal, mais à un moment donné, on péjorative des mots. Moi, je le dis anomalie d'un point de vue factuel, objectif. Il n'y a pas de, je suis pas en train, c'est pas péjoratif, c'est d'expliquer que il y a deux sexes et que il y a l'homme, il y a la femme, et de temps en temps. Et sur une mince partie de la population, il y a des gens qui sont soit intersexes, soit qui sont ni dans l'un ni dans l'autre, mais qui représentent une infime partie de la population. L'histoire du monde démontre que non, en fait, qu'il y a des diversités de cultures, justement, où le modèle à deux sexes n'existe pas. Mais en fait, notre modèle à deux sexes à nous, il date de quand? Tu regardes le travail de Thomas Laqueur, qui est un historien spécialiste du sujet. Le modèle à deux sexes, il commence au XVIIIe siècle. Avant ça, on est sur le modèle unisexe, qui est le modèle chrétien, où l'homme et la femme sont en fait un seul ensemble, où la femme est un dérivé de l'homme. Et c'est un modèle qui fonctionne sur le principe du genre. C'est d'ailleurs ce que remarque Thomas Laqueur. Il dit c'est déjà un modèle où ce sont des comportements qui définissent si tu es homme ou femme et non pas une appartenance à une quelconque biologie qui n'existait pas à l'époque. Donc tu vois, c'est des choses. On a l'impression que le modèle à deux sexes ça a toujours été le modèle dominant. Faux. Le modèle dominant, en fait, il n'était pas un modèle biologique à deux sexes. Comment un modèle biologique à deux sexes aurait pu exister à une époque où la biologie n'existait pas? C'est quelque chose qui s'est construit au 18e. Si l'on considère par exemple la vie, la propagation de la vie, ou comme d'avoir un sexe féminin, un sexe masculin, que ce soit chez les humains ou chez toutes les espèces d'animaux ou toutes les espèces vivantes quasiment, si on prend ce modèle-là, il est remis. Enfin, j'ai du mal à comprendre en fait qu'est-ce qu'on remet en cause, qu'est-ce qu'on ne remet pas en cause. Est-ce que ça s'est remis en cause? Est-ce que j'ai du mal à saisir avec toutes ces histoires. On remet pas en cause l'existence des pénis et des vagins en fait. Personne ne remet ça en cause. C'est quoi Ce qu'on remet en cause, c'est le fait que en fait ces attributs qui sont simplement des attributs biologiques arbitraires définissent une manière spécifique de se comporter, de s'habiller, d'être, où il faudrait absolument, attention, tu es né avec un pénis, tu dois t'habiller exactement de cette manière-là jusqu'à la fin de tes jours, et surtout, ne dévie pas de ce modèle-là. On essaye de dire, c'est finalement, c'est le fait d'associer un type de comportement à des attributs anatomiques arbitraires,
c'est quelque chose qui correspond à une norme sociale. C'est pour ça qu'on dit toujours le genre précède le sexe. Mais la manière de se comporter est définie par des apprentissages. Ça va être comment les sports auxquels qu'on va t'inciter à faire, les jouets qu'on va t'offrir, etc., etc. C'est un apprentissage tout au long de la vie, quoi. Donc ça veut dire que la physiologie n'existe pas dans cette histoire, parce que si tout est appris, ça veut dire que la testostérone, les hommes, alors je sais plus s'il faut dire genre, sexe ou quoi que ce soit, enfin tu me recadreras. Tous ceux qui sont des hommes dans le genre, donc qui ont une majorité de testostérone, ont plus d'agressivité, n'ont pas des caractères sexuels secondaires à la femme, ont des caractéristiques particulières et ont une physiologie particulière. T'es en train de me dire que ça, c'est bullshit. En fait, c'est des choses sur lesquelles on revient. Et ça, par exemple, sur la testostérone, il y a énormément d'études qui sont en train d'être faites. Et qui sont... Donc là, en gros, si vous voulez, moi, je n'essaye pas de le convaincre. Hein. On est bien d'accord que je m'adresse aux gens qui vont écouter le podcast. Je suis bien conscient que je vais arriver à rien. J'ai vraiment l'impression, je le redis, d'être vous savez, les scientifiques qui essaient de débunker les climato-sceptiques dans les années 80. J'ai l'impression de vivre la même chose. Et en gros, on a les éléments, on a les datas, on a tout. Mais on est face à des types qui sont là et qui nous disent ouais, mais il pleut. Ouais, d'accord, c'est le platiste qui te dit ah oui, mais elle est où la courbe? Je dis bon, ok, il y a du taf, mais on a la raison de notre côté, on va y arriver. Mais il faut faire le travail, quoi. Et ça demande d'aller au charbon, c'est pas toujours facile. Même pas en train d'être faites, qui sont faites maintenant depuis 15-20 ans, où on s'est posé la question, en fait, est-ce que la testostérone va... Mais tu vas... Écoute, mais déjà, il faut les lire. Et ensuite, il faut se rendre compte... Je vais te donner des exemples après. C'est assez intéressant, mais est-ce que ce qui va définir le fait que tu sois agressif... Par exemple, moi, je viens d'un milieu masculin assez dur, assez violent, tu vois. Est-ce que ce qui va définir une agressivité dans mon comportement, ça va venir de la testostérone, ou est-ce que ça va venir d'un apprentissage de l'agressivité que j'ai fait tout au long de ma vie? En menant des études sur ces questions-là, on se rend compte de manière assez nette que l'apprentissage de la violence va être bien plus efficace et va avoir un rôle clairement prégnant que la question hormonale. C'était pas vraiment la question. Je suis bien sûr que le conditionnement, que l'environnement joue terriblement. On le voit avec l'épigénétique, avec l'épinutrition, c'est fondamental. Mais tu files de la testostérone à quelqu'un, physiologiquement, ça change. Son corps change, sa physiologie change, son comportement change. Tu files de la testostérone à une femme. Je veux dire, ça tient pas debout à un moment donné, puisque sa physiologie. Mais attends, mais on ne vous dit pas. Je dis pas que la testostérone ne change pas ta physiologie. Je dis que ton comportement, ta manière genrée d'agir au monde, le fait d'être homme ou femme, n'est pas lié à la physiologie. Mais si, puisque la testostérone, t'as été, à un moment donné, t'as été imprégné de testostérone quand t'es né, si t'es un homme. Oui. Mais ce qui prouve bien que la testostérone, ne serait-ce que cette hormone, régule énormément de choses sur ton comportement, sur tes manières de faire, puisqu'il suffit d'en donner à un mec pour qu'il change, il suffit d'en donner à une fille pour qu'elle change. Donc qui change de quoi? À la naissance... Mais qui change physiologiquement, ça crée un changement physiologique, mais ça change pas ta manière d'être. Les femmes, par exemple, qui ont trop de testostérone et qui ont été éduquées comme des femmes toute leur vie, comme des femmes cis toute leur vie, elles se comportent comme des femmes cis, en fait. Et à aucun moment, elles se considèrent comme des hommes, tu vois. Pourtant, elles ont un surplus de testostérone. C'est pas changer leur identité genrée. Donc, en fait, le genre précède le sexe. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de physiologie. Ok, mais c'est pour bien comprendre. Donc, ce que tu veux dire, c'est que peu importe ta physiologie interne, peu importe le niveau d'hormones ou les rapports d'hormones que tu as dans ton corps, ça ne justifie pas, ça n'explique pas tes comportements. C'est ça que tu dis. Ce que je dis, c'est que les comportements, en fait, sont un apprentissage. C'est comme ça, on construit tout au long de la vie un apprentissage de nos comportements genrés selon des normes sociales. C'est ça qui va définir. Et en fait, derrière, on a fait coller cette norme à un certain nombre d'éléments qui sont des événements, des éléments, des attributs biologiques. Tu vois, on identifie quelque chose de culturel à des attributs, donc par exemple génitaux sur la question du sexe. Donc par exemple, quand les femmes ont leurs règles et qu'elles ont des variations d'humeur, c'est absolument pas de la physiologie, c'est de la construction sociale. Non, il y a une variation d'humeur, mais ça change pas le fait qu'elle soit une femme. Tu comprends le truc? La variation d'humeur. Je vois ça. Mais non, je comprends pas. J'arrive pas. En fait, ce que j'arrive pas à comprendre. C'est extrêmement clair, mais moi j'ai passé des années à bosser sur ça, donc c'est vrai que peut-être que j'ai un biais. En fait, qui est que pour moi ça me paraît pas pour évident. beaucoup de monde. Ouais. Des fois, je sais plus par quel bout prendre le problème. Il y a tellement de choses à débunk que je fais de mon mieux. Mais c'est difficile, c'est difficile. Ouais, ça ne sort pas beaucoup de monde de l'expliquer que la physiologie et la biologie et les hormones et l'interne, en fait, n'a aucun impact sur ta manière de te comporter, de te percevoir, d'agir. Ça a un impact sur ta manière. Ça peut avoir un impact sur
plein de choses dans ta vie de tous les jours, etc. Tu vas avoir des dérèglements hormonaux qui vont impacter ton humeur, ta sensation de quelque chose. C'est pas pour autant que ça va définir ta construction genrée. Tu te rends compte ce que c'est une construction genrée? Tu te rends compte à quel point c'est quelque chose Explique-nous en la gros, construction genrée. c'est un ensemble de comportements qui vont définir ta manière de t'asseoir, ta manière de manger, ta manière de parler, ta manière de t'habiller, ta manière de te raser, ta manière de couper tes cheveux. C'est l'intégralité de ton comportement dans le monde social. Ça, c'est pas une variation infinitésimale de testostérone ou quelque chose comme ça qui définit ça. C'est quelque chose qu'on t'apprend toute ta vie. Le fait de s'asseoir comme ça, les jambes écartées, ou de s'asseoir les jambes croisées, c'est pas parce que t'as des œstrogènes ou de la testostérone que tu le fais. C'est que les petites filles, on leur dit tu dois croiser les jambes, les petits garçons, on leur dit rien. Tu vois la différence? J'entends. Qu'est-ce qui nous dit pas? Ok. Qu'est-ce qui nous dit pas que cette construction genrée et sociale ait été établie parce que physiologiquement et parce que biologiquement, ça a été impulsé. En fait, c'est que c'est la biologie et la physiologie et le corps qui a influé sur cette construction sociale. En fait, la construction sociale est juste un calque de ce qu'est la biologie. Et donc, en fait, ça ne va pas à l'encontre ou quoi que ce soit, c'est que ça la nourrit. Et que si, par exemple, c'est une vraie question, hein, franchement, j'ai hâte d'avoir ta réponse, que si les hommes, par exemple, sont... Je fais vraiment de mon mieux, hein. Je sais pas si ça va, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, mais vraiment, je donne tout ce que j'ai. Hein. Plus agressifs ou sont plus ambitieux, admettons, parce qu'on dit souvent que les hommes et la testostérone font que les hommes sont plus ambitieux que les femmes. C'est un truc qu'on entend souvent en termes de comportement. Donc, les théories genrées diraient qu'en fait, c'est parce que c'est la construction qui a fait croire qu'eux et qui se comportent comme ça. Mais est-ce que c'est pas la nature qui aurait impulsé ça dès le départ? Parce que physiologie. Ça, c'est la première approche, c'est l'approche essentialiste. C'est de dire, voilà, la physiologie détermine le comportement. Et du coup, ce que démontre l'intégralité des études actuelles, qui partent justement de l'existence de ces écarts à ce modèle à deux sexes qui, en fait, le problème du modèle à deux sexes, c'est que il n'existait pas avant le 18e et qu'il a tenu jusqu'au début du 20e. Et qu'en fait, quand on regarde, ça ne fonctionne pas. Dans la majorité des sociétés, en fait, il y a des gens qui sont dans des écarts. On se rend compte que le genre est un spectre, que les gens se situent pas exactement aux mêmes positions dessus. La physiologie. Merci beaucoup, Anicia, pour le ban. Merci. Il y a quand même quelque chose de relax. Il y a quelque chose de l'ordre de l'invariant dans la physiologie. C'est pas quelque chose qui va, par exemple, fluctuer à mesure des époques. Tu vois, on regarde les constructions genrées de l'identité de genre entre le 16e siècle et le 20e, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, si c'était physiologique, ça ne bougerait pas à ce point-là. Ce que c'est la masculinité, par exemple, on a l'impression que la masculinité, c'est un monolithe. Mais la masculinité sous Louis XIV, la masculinité au Moyen-Âge, la masculinité dans la Grèce antique, c'est incomparable. C'est incomparable en termes de comportement valorisé, etc. Tu vois. Non mais alors j'entends bien hein, que en fonction que la construction sociale donne des variations de comportement sur différentes cultures, sur ça je pense qu'on est tous d'accord, tu vois, entre ici, comme tu l'as dit, entre maintenant et avant, on se comporte pas exactement de la même manière, il y a des variations. Maintenant, est-ce qu'il y a quand même, tu dis que la physiologie est invariante, est-ce qu'il y a quand même à travers toutes les cultures, à travers tous les âges, des points communs de comportement qui montreraient qu'il y a quand même une part d'essentialisme dans les comportements, pas dans tous. Ça peut fluctuer, ça peut varier. Il y a une échelle de gris, admettons, mais dans cette échelle de gris, il y a quand même des invariants. Assez peu. C'est une question. Et en plus, une fois qu'on réfléchit par le prisme du genre, tu vois, on se pose la question complètement dans l'autre sens, quoi. Et on se pose plutôt la question de dans quelle manière nos constructions culturelles ont influé. En fait, de quelle manière est-ce qu'on a fait rentrer le monde dans notre case de représentation? Quelle était ta réponse? Je sais pas si tu as vraiment répondu sur l'idée que est-ce que finalement le biologique aurait impulsé sur les constructions sociales et qu'à un moment donné, en fait, que ça soit un petit peu à l'origine de tout. Tu m'as dit oui, mais non, parce que on voit que non, c'est à l'inverse. C'est l'inverse. Le genre précède le biologique. C'est tout. C'est ce que j'essaye de dire depuis tout à l'heure. C'est qu'en gros, le biologique, en soi, on a l'impression, si tu veux, que le biologique, ça s'observe en sortant la tête par la fenêtre. Mais nous, observateurs, nous avons une subjectivité qui est construite par le monde dans lequel nous vivons, la société dans laquelle nous sommes, et qui va faire qu'on va croire des choses à un moment donné qui peuvent se révéler fausses. Et c'est le principe de la science qui a une réfutabilité de nos croyances. Et donc, par exemple, pendant un moment, on a pu croire que, je sais pas, la Terre est plate, on a pu croire à différentes choses. Par exemple, à l'existence de races humaines différentes. Et puis,
notre connaissance par les études, les expériences, nous a démontré l'inverse. Et donc, on a réfuté ça. Et aujourd'hui, on a réfuté, en fait, cette impression que le biologique était la source de nos comportements. Je suis pas le plus grand spécialiste du sujet, je vous renverrai à des travaux de spécialistes de la question. N'hésitez pas à aller lire Judith Butler, par exemple, Troubles dans le genre, qui est un des livres de référence sur le sujet, très très bien fait, très bien construit, passionnant. Regardez en arrière, regardez les jouets qu'on vous a offerts, les jouets qu'on offrait à vos sœurs, regardez les sports dans lesquels on vous a mis et les sports où on mettait vos cousines, regardez la manière dont on vous distribuait la parole ou pas quand vous étiez à l'école, regardez la manière dont on a constitué votre identité. Que ça joue, que c'est un impact plus ou moins grand, j'en suis totalement convaincu. Maintenant, j'ai toujours peur quand on nie, ou pas quand on nie, mais quand on met complètement à plat, parce que si tu veux, moi, le réel me le montre chaque jour. Quand on voit la puissance que peut avoir les hormones, que ce soit la testostérone, l'oestrogène, sur alors des manifestations physiologiques, mais aussi des comportements et des comportements, tu vois, sachant que c'est les testicules qui produisent en majorité la testostérone et que c'est les ovaires qui produisent en majorité l'oestrogène, et qu'on voit à quel point ces hormones ont un impact sur nos comportements, j'ai du mal à comprendre on veut évincer ça et expliquer que ça n'a aucun rôle. Est-ce que l'hormone a un impact sur notre comportement, ou est-ce qu'on explique notre comportement a posteriori par l'hormone? Je t'explique tout à l'heure. Fou sous testo des mecs, ils ont tous leur comportement qui change. Fou sur testo les femmes, ils ont des femmes sous testo, elles vont avoir des comportements qui vont changer, notamment d'agressivité. Fou des mecs sous l'oestrogène, ils vont être beaucoup moins agressifs et ils vont être beaucoup plus sujets à des variations d'humeur. Bon, juste pour là, je veux dire, rien d'autre à dire qu'il n'a aucune source et vraiment, c'est juste son opinion à 100%. J'ai du mal à comprendre. Moi, demain, ou toi, ou n'importe qui, on t'enlève ta testo, on te fout sous l'oestrogène et on observe s'il n'y a pas de changement de comportement. Mais il y aura des changements. Il y aura des changements, je le dis. Les hormones je tiens à voir ça. Mais attention, justement, et influent grandement. C'est pour ça qu'on parle de modèle essentialisant. Attention à ne pas rentrer dans un modèle où on croit que les femmes n'ont pas d'agressivité, que les hommes n'ont pas d'émotions. Par exemple, réprimer ses émotions, écraser ses émotions, c'est aussi un apprentissage de la masculinité. Moi, j'ai grandi dans une famille où t'as pas le droit de pleurer. Tu vois, moi, tu vois, un jour gamin, je me coupe ce doigt-là, je me le coupe en deux. J'avais 6 ans, je vais voir mon père en chialant. Mon père, il m'a foutu une gifle parce que je pleurais. J'avais pas le droit de pleurer. Puis ils m'ont désinfecté avec mon grand-père avec du whisky. Tu vois, moi, j'ai grandi dans ce contexte-là. Je pense pas que ma répression des émotions, elle ait été liée à la testostérone. Je pense qu'elle est plutôt liée à un parcours relativement traumatique dans un milieu de la masculinité hégémonique assez toxique. Et tu vois, ça va te constituer en tant qu'individu. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire, c'est toujours attention à la lecture, dans quel sens on la met. Bon, et ben finalement, on a réussi à faire un tour global et à retomber sur nos pattes sur les thématiques phares de ce podcast, qui sont à savoir aussi le corps, la santé, l'esprit et la compréhension de soi. Bon, d'une certaine façon, là, cette dernière heure ou ce dernier 3/4 d'heure était quand même là-dessus. On y est arrivé, l'équipe. On l'a fait. J'en peux plus, mais quel enfer!